Les bols sont-ils si incontournables que cela en sonothérapie? Est-ce une erreur de les appeler tibétains? Les bols lunaires, est-ce que c'est que du marketing? Comment reconnaître un bol de qualité et bien les choisir? Dans cette vidéo, Marie et Somi vont répondre aux questions primordiales que tu te poses sur les bols. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Clélia Félix, la fondatrice de l'Art du Son. C'est la plus grande plateforme sur la sonothérapie en francophonie, avec plusieurs milliers de passionnés. Sur cette chaîne, je te partage toutes les informations primordiales d'expertise sur les thérapies sonores, alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi. J'ai vraiment à cœur de te faire connaître les meilleurs acteurs possibles pour explorer les thérapies par le son en conscience. L'éthique, la qualité, c'est très important pour moi et j'espère pour toi aussi. Alors nous voici chez Marie et Somi, aka Unisson, les voix des bols chantants. Ce sont vraiment pour moi les acteurs de confiance parce qu'ils vont honorer les traditions ancestrales. Ils sont formés et distributeurs de bols qui sont réalisés dans la plus grande excellence artisanale possible par les descendants d'une des familles originelles de la création des bols chantants. Absolument. On en reparlera de manière un peu plus claire tout à l'heure, parce que là, en une phrase, j'ai la chance de travailler avec vous depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi. J'avais vraiment à cœur que vous soyez là déjà pour une première vidéo sur la chaîne, pour vous présenter et aussi pour poser les questions qui sont vraiment importantes et qu'on me pose très souvent sur les bols, et que vous puissiez donner votre regard d'expert, d'expertise, toute l'expérience que vous avez sur le sujet. Ok, super. Alors on est parti. On est parti, merci. Alors, première question, même si on va bientôt vous retrouver en live sur la chaîne, restez connectés pour parler de votre histoire, de vos inspirations. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qu'est-ce que vous faites, qui est Unisson? Eh ben, moi, c'est Marie et donc Somi. On est tous les deux créateurs d'expériences sonores. On crée aussi des univers autour du son, de la vibration. On est principalement centré sur le bol chantant. Nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir faire découvrir cette pratique au travers de différentes expériences, notamment au travers de soins, mais aussi au travers d'expériences en boutique, puisqu'on a une boutique aussi dédiée au bol chantant, donc à Paris, à Bastille, et notre école de formation. Donc, on a vraiment créé un écosystème autour du bol pour pouvoir donner la possibilité de se former, mais aussi de venir juste choisir son bol et puis de recevoir des soins aussi traditionnels et puis un soin que j'ai créé aussi. Donc ça, c'est la question que je voulais te poser. Ouais. Donc vous avez créé un soin ou un massage, c'est ça, bien spécial, qui s'appelle Spanda. C'est ça, c'est le massage sonore Spanda. Donc c'est une création qui date de plusieurs années. Et donc ce soin, je l'ai créé pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Et puis après, je l'ai enseigné. Et donc Somi, lui, a monté un petit peu toute la partie pédagogique. Et vous le proposez même dans les instituts... dans certains instituts, non? Absolument, on le propose dans des établissements de luxe, comme le Shangri-La. On intervient en saison au Courchevel Cheval Blanc, et puis dans d'autres établissements aussi. Et puis il y a même un hôpital qui a intégré ces soins pour son personnel. Waouh. Félicitations. Merci. Et félicitations Marie surtout. Ce soin, il est super intéressant, et moi je suis assez bluffé parce que c'est un soin que Marie a canalisé. C'est un soin qui a permis à Marie de se reconnecter à ses origines qu'elle ne connaissait pas. J'espère qu'on aura l'occasion de vous expliquer vraiment on en parlera pendant comment c'est arrivé. Parce que là, ça y est, on ouvre un sujet. Mais voilà, c'est un soin qui est assez bluffant et qui s'est révélé à mes yeux lorsqu'on est allé au Népal, lorsque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de concordance avec les thérapies ancestrales sans qu'elle le sache. On reviendra pour expliquer par la suite comment. Petit teasing, donc vraiment revenez pendant le live parce que ça va être hyper intéressant. On reparlera de ça du coup pendant le live, quelle est l'origine de ce soin puis tout ce que tu nous as raconté. Ok, donc pour résumer vraiment, c'est vraiment les spécialistes autour des bols, mais pas seulement, vous faites d'autres instruments. Moi personnellement, je suis ultra fan de leur gong. On en reparlera dans un autre contenu, dans une autre vidéo. Mais vraiment, si vous vous intéressez au bol, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas passer à côté de Marie et Somi, à la fois pour choisir votre bol,
parce que vos bols ont une qualité qui est extraordinaire, on va en parler juste après, mais aussi pour l'enseignement et la pédagogie. C'est vraiment Marie et Somi, il faut pas les louper, il faut vraiment aller les voir. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, justement, pourquoi les bols, c'est si extraordinaire? En vrai, ma question, c'est pourquoi c'est un instrument qui est incontournable en sonothérapie. Aujourd'hui, quand on parle de sonothérapie, généralement, les gens connaissent les bols. Mais pourquoi c'est un instrument qui est devenu si emblématique et qui est si important, si je puis dire, dans les thérapies sonores? Je pense qu'il y a déjà le côté usage qui est assez facile dans un premier temps. Et puis, il y a une autre chose, c'est que un bol peut convenir vraiment à toutes les personnes. J'entends par là que pour des personnes qui sont énormément penchées dans la spiritualité, ça va leur parler et leur éveiller certaines choses. Et puis pour les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, mais qui sont que sur tout ce qui est de l'ordre du physique, on va pouvoir aller travailler uniquement sur la sphère physique. C'est souvent ce que j'aime dire, une passerelle entre le monde de la cartésie et le monde de l'holistique. Et donc ça permet vraiment de toucher toutes les couches, toutes les personnes, et d'accompagner les gens dans leur évolution, tout simplement spirituelle ou autre. Ouais, donc pour vous, c'est vraiment l'instrument le plus polyvalent. C'est aussi on a la même conclusion à ce niveau-là. Je dis c'est vraiment un instrument polyvalent. Puis même en termes de variété de vibrations, on peut faire quand même beaucoup de choses. Le fait aussi que c'est un instrument qu'on peut utiliser en aérien ou sur le corps. Absolument. Ouais. C'est assez intéressant. Et puis j'ai souvent tendance à dire, et puis Marie aussi d'ailleurs, que nous travaillons avec des artisans qui fabriquent les bols de manière artisanale. Et quand ils fabriquent un bol, ils ne fabriquent pas un bol pour obtenir une note, mais ils sont dans l'acceptation de ce que l'univers va nous donner. Ce qui veut dire que ça va nous donner un champ hyper large et infini de fréquences et de sonorités qui parfois viennent éveiller des choses auxquelles on ne pensait pas ou insoupçonnées, tout simplement. Ouais, en fait, là, j'aime bien parce que tu rappelles le fait que c'est aussi un instrument qui a énormément d'harmoniques et de sonorités différentes. Donc finalement, même s'il y a une note fondamentale, on anticipe un peu les questions d'après. Si un bol a une note peut-être principale sur laquelle que les gens vont choisir au moment d'acheter le bol, il y a énormément de sons, de sonorités, de fréquences, d'harmoniques. Et c'est aussi ce qui fait le fait que c'est un instrument qui est incontournable. Absolument. Et puis après, quand on affine aussi son écoute et tout ça, on se rend compte que c'est un instrument finalement qui vit et qui est capable de changer de sonorité, de vibration en fonction de pas mal de choses. Donc c'est un outil vivant et c'est comme les fréquences. Hein, on dit souvent que quand les gens s'entendent bien, on dit qu'on est dans la même longueur d'onde. C'est un peu pareil avec les bols. On crée quelque chose comme ça, une accroche. Et puis parfois, comme avec des amis, on va passer tout notre temps avec. Et puis à un moment, on va s'écarter de ses amis et on va revenir vers ses amis. C'est pareil avec le bol, voilà, on vit avec et voilà, on accepte, on est dans l'acceptation de ce qu'on va vivre ou pas avec. Moi je comprends mieux pourquoi à la maison il y a des bols que j'utilise souvent et puis il y en a certains, ils sont depuis longtemps sur leur étagère. Voilà, et je voudrais ajouter aussi une chose parce qu'on voit la polyvalence en fait du bol aussi par les personnes qui viennent par exemple en boutique. On a vraiment tellement de profils. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi ça peut plaire vraiment à beaucoup de monde. On a des musiciens, on a des médecins, on a des enfants aussi qui viennent, même les parents connaissent pas et les enfants viennent et demandent en fait un bol parce que peut-être leur enseignant utilise un bol. Donc en fait c'est vrai que c'est hyper polyvalent et c'est très très accessible aussi. C'est un instrument qui est assez facile aussi d'utilisation, donc je pense que c'est un incontournable effectivement. Oui, c'est pas comme le gong, c'est difficile d'avoir un gong chez toi. C'est ça. C'est faisable. Même chez tes parents, papa, maman, j'ai acheté un gong. Et pour la petite anecdote, on a des enfants je crois que le plus jeune, c'est un enfant de 5 ans qui est venu acheter un bol avec son argent de poche. Oh, c'est adorable. Et il n'y en a pas eu qu'un. C'est tout petit. Ouais. Ah oui. Non. C'est incroyable. C'était, non, il a acheté n'importe quoi, 6 ans, peut-être 6-7 ans. Ouais. Mais je crois que c'est le plus jeune. Et puis sinon, on a des enfants beaucoup plus jeunes qui viennent, qui s'assoient sur nos genoux et qui jouent au bol, qui adorent ça. Ouais. Trop chouette. Question numéro 3, alors question qui fâche entre guillemets, qui me tient beaucoup à cœur. On a parlé d'appropriation culturelle tout à l'heure avant de faire la vidéo, donc je sais que c'est un sujet aussi qui vous parle. On utilise beaucoup le terme de tibétain. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment va s'appeler cette vidéo, mais si ça se trouve, on va mettre bol tibétain parce que de fait, les personnes, quand ils cherchent des informations sur ce sujet, c'est ce mot-là qu'on utilise, c'est le mot qui est connu. Est-ce que ce terme, il est vraiment approprié? Est-ce qu'on peut parler de bol tibétain vraiment?
Alors déjà, pour te dédouaner, je suis personne pour te dédouaner, mais nous aussi, on utilise bol tibétain parfois pour tout simplement que les gens puissent venir à nous, et puis après, on peut en discuter. Je pense que quand on utilise un bol, il est important de respecter les traditions. Mais après, on a une perception des choses, notamment par rapport à l'art. Ça peut être au Tibet, ça peut être pas mal de choses. Ou quand on parlait de l'Himalaya, c'était souvent lié au Tibet. Dans notre culture cinématographique, on parlait souvent du Tibet quand on parlait de l'Himalaya. Donc, je pense que c'est lié un petit peu à tout ça, mais en tout cas, moi, je ne fais que vous dire ce qu'une personne qu'on connaît très bien nous dit. Donc, cette personne, c'est un maître népalais qui est même un descendant de Bouddha directement et qui fabrique les bols, nous a dit. En fait, il n'y a pas de rapport culturel en termes d'art entre le Népal et le Tibet. Mais ce qui va être important de noter, c'est que il y a quand même eu des échanges commerciaux. Et ces échanges commerciaux a fait que parfois, on retrouvait certains bols au Tibet. Et les gens, quand ils partaient dans l'Himalaya, ils partaient souvent au Tibet, très peu au Népal. Et donc, ils rapportaient des bols du Tibet. Donc, c'est de là qu'a découlé l'appellation de ces objets, les bols chantants, donc, ou bols himalayens. Parce que le bol, à la base, n'est pas tibétain, c'est ça que le tu bol me n'est dis. pas tibétain à la base. Il est népalais. Il est népalais, de ce qu'on nous a raconté, Oui. mais nous, on aime bien garder une ouverture d'esprit. Il faut savoir que la chaîne de l'Himalaya est très, très grande. Il y a beaucoup de pays qui jalonnent la chaîne de l'Himalaya et parfois, on va avoir des gens qui vont s'accorder la paternité de la création des bols. Pour nous, ce n'est pas le plus important, mais c'est pour ça que dans notre formation en ligne, si je me permets, il était important que l'histoire des bols soit narrée par une personne qui soit issue d'un des pays qui jalonnent la chaîne de l'Himalaya, qui raconte l'histoire comme elle l'entendait ou comme elle l'a vécu, tout simplement. Là, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis par rapport pour que tu puisses nous parler de qu'est-ce qui fait la qualité de vos bols, puisque la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait la qualité d'un bol ? Est-ce que c'est le fait justement qu'il soit artisanal ? Et comme ça, tu peux nous parler aussi un petit peu de la famille qui fabrique les bols que vous proposez. Bien sûr. Je trouve, à titre perso, je pense que Marie va me rejoindre à ce niveau-là, que le fait qu'un outil ou un instrument soit façonné à la main apporte un supplément d'âme, bien souvent. Donc déjà, qu'il soit fabriqué à la main, pour moi, c'est assez important. Ça permet d'avoir une latitude infinie quant aux fréquences et aux vibrations, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, il y a la composition, donc les métaux. Il y a aussi le moment où ça va être fabriqué. C'est-à-dire qu'un bol qui va être martelé en journée ou martelé le soir va avoir une sonorité différente. Mais ça, c'est incroyable. J'ai vu j'ai entendu avec l'interview que tu proposais, que vous proposiez, qu'ils forgent les bols la nuit uniquement pour pouvoir contrôler la température, c'est ça ? C'est uniquement pour la température ? Non, il y a aussi un aspect peut-être spirituel ou autre ? Alors, sur certains aspects, ça va être pour contrôler la température, parce que la nuit, souvent, on a des températures qui sont assez proches, que ce soit en été ou en hiver, peu importe, mais il peut y avoir des fluctuations, mais différentes que la journée, où la journée, on peut avoir des températures on peut avoir 30 degrés de différence, c'est énorme. Surtout là-bas, il fait voilà. chaud. Et donc voilà. Et donc ça va influencer le métal et pas mal de choses, et donc la qualité du bol. Donc oui, il travaille la nuit pour cela. Et puis après, justement, on va venir après sur la prochaine question, mais ça influence effectivement pas mal de choses au niveau de la qualité du bol, le fait que ce soit fabriqué à certaines périodes de la nuit. On y reviendra tout à l'heure. D'accord, ok, on en reviendra tout à l'heure. Donc pour toi, ce qui fait vraiment le fait qu'un bol soit vraiment de qualité, c'est qu'il soit produit de manière artisanale, à certains moments du jour et de la nuit, sa composition aussi, donc les métaux. Donc ça, c'est une réalité. Il y a vraiment 7 métaux dans les bols. Oui, il y a 7 métaux. C'est après, vrai, parce qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est pas vrai. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vrai. J'ai eu la chance d'assister à la fabrication des bols de la fonderie du palais jusqu'à la fin. Et oui, voilà. Donc ça joue aussi particulièrement. Oui.
Et alors, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment on sait qu'un bol il est de qualité, comment on peut le choisir? Bon, très facile, on vient chez Unisson. Mais sinon, de manière générale, comment on va savoir reconnaître un bol de qualité et comment on va le choisir finalement? Alors, déjà, on peut aller toucher le bol pour aller voir un peu s'il y a des petites aspérités, si c'est un petit peu bombé. Donc, on va voir qu'il est martelé. En fait, déjà, on peut reconnaître par le martelage. Un bon bol, c'est pas un bol tout beau, tout lisse, sans petites égratignures. Ça, c'est artisanal. Donc, déjà, de visu, on va pouvoir avoir des repères. Alors après, pour pouvoir choisir son bol, il y a plein d'écoles. Il y a l'école de « je me laisse porter » et on va voir, finalement, c'est le bol qui va venir jusqu'à moi. Il y a cette école-là qui existe et que nous, on aime bien aussi pouvoir, entre guillemets, le promouvoir parce que ça permet à la personne d'enlever plein de filtres. Parce qu'il y a toujours des critères. Les gens viennent, il faut absolument que ce soit cette métaux, il faut que ce soit ceci, il faut que ce soit cela. Mais une fois que la personne teste les bols, écoute le son, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, il y a aussi ce que le cœur va dire. Le coup de cœur. Le coup de cœur, exactement. Je peux me permettre? Ouais. Excuse-moi. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que Marie dit, c'est que nous, ce qu'on aime bien, c'est que les gens, ils rentrent dans la boutique avec une idée d'achat de bol et qu'ils repartent avec toute autre chose que ce qu'ils voulaient. D'accord. Ça veut dire que le cœur a vraiment parlé. Et là, on estime que c'est la meilleure acquisition, souvent. Et après, il y a évidemment, en fonction des besoins et des attentes. S'il y a une personne qui vient parce que c'est son premier bol, on va dire que ça enlève le moins de critères possible. Et là, elle a le choix d'aller se porter sur n'importe quel type de bol. Après, évidemment, quand on fait de la thérapie sonore, des pratiques, là, il y a peut-être effectivement plus de critères. De manière générale, ce qui va être intéressant, probablement, c'est d'avoir différentes couches sonores, qu'on entende plein de sons différents dans le bol. Ça peut être très chouette, ça peut être un beau critère. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre plein de couches sonores, qui veulent un son très linéaire. Donc en fait, la richesse sonore, c'est pas forcément un critère. Il y a des gens qui vont préférer plus ou moins en fait d'amplitude au niveau des sons du bol. C'est ça. Et pour variété. Moi, de variété. Pour moi, au départ, j'étais un peu sur ces critères-là. Plus il y a de richesse sonore, et le bol sera mieux. Et au final, on a eu des personnes en boutique, non, j'aime pas entendre plein de variations de sons, je veux juste un son comme ça, linéaire, et ça, c'est OK. C'est super intéressant. Donc, du coup, pourquoi ils prennent pas un bol en cristal? Non, je rigole. On fera une autre vidéo. Alors, juste vous raconter une petite anecdote qui va venir confirmer, creuser même ce que Marie dit. Une fois, une personne est venue pour chercher un bol. Et elle trouvait pas de bol, et en partant, elle a levé la tête et on avait mis un bol. Moi, j'ai des bols, je les appelle le gang des estropiés. Ce sont des bols qui ne sonnent plus. Qui sont un peu fissurés et cassés, et elle a craqué sur le bol comme ça de visu, et souvent d'ailleurs c'est souvent comme ça que les gens trouvent leur bol. On lui a fait écouter le bol, et c'était un cendrier. Ce qu'on appelle les cendriers, c'est les bols qui font tic comme ça. Il était cassé, il faisait juste ça, et elle a fondu en larmes. Elle est partie avec le bol. C'est incroyable. Oui. Ok, et maintenant si on se positionne en tant que praticien, quel va être ton critère du coup? Est-ce que là tu changes de critère? C'est-à-dire même s'il y a le critère coup de cœur, on est bien d'accord. Et ressenti, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des critères? Si là, tu dis, je suis praticien, je voudrais me lancer dans les massages ou dans les bains sonores, par exemple. Est-ce que là, tu as des critères un peu plus spécifiques? Alors, je dirais que dès lors où le bol est posé sur le corps, il faudrait... alors, je vais peut-être employer des termes qui vont peut-être plus ou moins parlants, mais ce que j'appelle plutôt vibrant. Donc, quand on va l'activer avec le maillet et le faire chanter, il faut qu'il y ait assez de vibration pour que ça puisse pénétrer les liquides du corps. Et peut-être pas trop chantant, donc peut-être pas trop sonore. Par contre, quand on va faire du bain sonore ou des voyages sonores, on va peut-être avoir envie d'avoir un bol qui n'a pas trop de vibrations, mais on va plus entendre. Je ne sais pas si ça va être assez clair. Je pense en fonction des termes, ça va parler plus. Peut-être la profondeur aussi, quelque chose qui est plus résonnant vers l'extérieur ou quelque chose qui va être plus résonnant dans les profondeurs. Peut-être ça parlera différemment. Exactement, parce que en fait, ça ne va pas être les mêmes critères en fonction du type de la pratique. Donc ça, c'est important à prendre en compte pour choisir son bol. Exactement.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est donc maintenant, on connaît beaucoup de praticiens, beaucoup de formateurs. Et souvent, quand les gens viennent, on leur demande avec qui ils ont été formés. Ça nous permet de savoir un petit peu comment ils travaillent, avec quel type de notes, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes concordances de notes entre les chakras, par exemple. En fait, on va vraiment se plier à la demande de la personne, sans toutefois lui dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous-mêmes, on a des enseignements où on a des concordances de notes qui sont différentes en fonction des enseignements, mais les deux fonctionnent. Voilà, je pense que c'est un point qui est clé. C'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas une règle dogmatique et Absolument. une recette miracle. Il faut ça, 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 ça. Et c'est toujours ce qu'on vient de dire au départ, c'est la polyvalence de cet instrument qui est extraordinaire, qui fait que finalement, la variété des bols fait qu'on va pouvoir les choisir en fonction du public, de la personne, de sa philosophie, de son travail, de ce qu'elle veut faire. Donc, c'est magique. Absolument. On a des gens qui travaillent avec les chakras, d'autres qui travaillent avec les tailles de bol seulement. Il y en a d'autres qui vont travailler avec... je sais pas, même pas avec les notes, enfin ça dépend, c'est très variable. Même il y a des personnes qui vont utiliser les bols, et moi j'aime bien utiliser les bols de cette manière-là, avec les gravures, avec les divinités, avec les mantras, parce qu'il y a un côté très énergétique aussi, avec une reliance, et quand je vais faire une méditation, je vais peut-être me connecter aussi à la divinité. Ça peut être aussi très sympa de pouvoir l'utiliser comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aussi nous poser la question, en fait c'est juste pour décorer. Bon, là, du coup, non. Il y a aussi autre chose derrière, mais on peut le voir juste, entre guillemets, en fonction des croyances de chacun, d'avoir juste l'aspect esthétique, mais on peut aller plus loin que ça aussi en fonction de nos croyances. Et c'est merveilleux, puisque c'est une belle transition vers la question suivante. Et justement, c'est une très bonne transition vers la question suivante, cette idée des croyances donc, que tu as un petit peu abordée avec les gravures de divinité notamment. On parle pas mal des bols lunaires. Figurez-vous que ça commence à être assez connu parce qu'on me pose très souvent la question dans les conférences, dans les lives. Toujours, on me pose la question. Vraiment. Donc, je pense que ça commence à être connu quand même. Je pensais pas. Mais on me demande souvent, est-ce que les bols lunaires, c'est du marketing ou est-ce que c'est vraiment intéressant ? Alors, les deux, mon général. C'est ça. Ça peut être du marketing pour des gens qui font des faux bols lunaires et qui en vendent. Et puis, ça peut être toute autre chose, quelque chose de bien plus profond et de subtil pour les gens qui respectent vraiment la fabrication des bols pendant les bols pleine lune, chose à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister et d'ailleurs, j'étais très, très ému. Oui, ça existe vraiment. On connaît bien le créateur des bols pleine lune. D'ailleurs, il explique aussi dans mais parce que c'est lui qui a créé c'est lui qui a créé oui. Celui avec qui vous travaillez. Il les a créés, inspirés des fabrications de son grand-père. Est-ce que tu peux te dire son nom ou on le mettra à l'écran quand même pour l'honorer? Oui, c'est Santa Ratna Sakya Kosa. C'est redit. Santa Ratna Sakya Kosa. Voilà. On honore le créateur quand même. Et en fait, il explique très bien d'ailleurs dans notre formation les bols pleine lune. Et oui, ce sont des bols qui sont incroyables parce que ils ont tendance à s'épanouir, on va dire, le soir de la pleine lune, 2 jours avant et 2 jours après. Ils ont un son beaucoup plus cristallin, dense et constant. Et, c'est assez fabuleux. Il y a plus d'argent dedans aussi, non ? Il y a un peu plus d'argent, il n'y a pas de cuivre recyclé, contrairement à d'autres types de bols. Et donc voilà, ça vient influer sur ça aussi, mais ouais, ce sont des bols qui sont vraiment extraordinaires. Donc le bol lunaire, ça joue sur la composition, on l'a dit, argent, pas de cuivre, pas de cuivre recyclé, un peu plus d'argent. Le moment où il est martelé, donc pleine lune, avec certains rituels j'imagine, et je sais qu'ils ne peuvent pas tous, dans l'équipe qui martèlent les bols, ils ne peuvent pas tous le faire, non ? Ouais, certaines personnes qui sont dédiées vraiment à la fabrication de ces bols. Ok, ouais, c'est super intéressant. Il y a un rituel en amont, enfin il y a pas mal de choses. Un rituel en amont, vous avez la réponse. Une question qui revient très souvent aussi, c'est comment vous nettoyez vos bols ? Alors moi personnellement, je dis toujours j'aime bien la patine. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment nettoyer mes bols. J'aime bien aussi les mettre dans la rosée du matin, enfin les mettre dans l'herbe le matin avec le soleil qui se lève. Si vraiment j'ai besoin, je fais un petit passage aux microfibres tout doux, petit chiffon doux. Voilà, mais on me pose la question, est-ce qu'on peut mettre du sel ? Est-ce qu'on peut mettre du savon ? Est-ce qu'il faut mettre du citron ? Est-ce qu'il faut mettre de l'eau ? C'est quoi vos pratiques à vous préférées ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, perso, ma préférence, c'est juste un petit chiffon sec. Et voilà. S'il y a besoin de le faire un peu briller, si je vois qu'il y a des petites taches, je peux mettre aussi un petit peu d'huile de coco pour pouvoir un peu le nourrir. Et je trouve ça sympa pour lui rendre un peu sa brillance, mais pas... il part pas en mode... Il part pas en bain. Voilà, il part pas en bain. Après... faut voir la tâche qu'on a aussi avec son bol, parce que le petit risque, entre guillemets, de pouvoir le mettre à la rosée ou le soir, pleine lune, c'est que ça change les métaux, donc il peut y avoir des taches aussi. C'est de l'oxydation. C'est de l'oxydation. Ouais. Donc, si on n'est pas trop attaché au côté esthétique de son bol, on peut laisser faire, mais sinon, juste un petit chiffon sec... d'ailleurs, t'as raison, hein, les bols que je mets dans la rosée, c'est pas les bols que j'ai achetés chez vous. Donc, mais alors juste justement la question de l'eau. Donc on est bien d'accord, les gens me disent « Ah, mais ça va s'oxyder si j'utilise en piscine et autres. » Mais si on l'essuie tout de suite après le passage en piscine, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'essuyer après, et puis après, il y a aussi, on peut utiliser du citron dilué dans l'eau. C'est ce qu'on utilise souvent au Népal ou en Inde pour nettoyer les bols. Et puis après, c'est une question culturelle. En fait, ici, on est très précieux avec les bols. C'est vrai que ça a un coût. Faut savoir une chose, c'est que on n'a pas la même approche là-bas. C'est-à-dire que le bol, on le balance. Enfin, quand ils fabriquent les bols, ils sont balancés comme ça. Ou alors, on n'a pas la même approche. C'est vraiment une approche de son, et pas d'esthétisme. Ici, on est sur l'esthétique et le son. Mais même là-bas, normalement, la base, on mange dedans. Oui. Alors, certains bols, oui, on peut manger dedans. D'ailleurs, si certaines personnes ont besoin de manger dedans pour des problèmes d'anémie ou autre, on peut faire fabriquer des bols avec plus de tenance en fer. Ça, on sait le faire aussi. Et dis donc, ça ouvre beaucoup de sujets. On a pas mal de choses à se dire. Il faut vraiment que vous reveniez pour le live, parce que là, vous pourrez poser toutes vos questions en live à Marie et Somi. Restez connectés, je vous tiens au courant, bien sûr, sur la chaîne. Une dernière question, s'il y avait quelque chose que vous deviez conseiller, chacun votre tour, une chose que vous aimeriez dire aux personnes qui s'intéressent au bol, qu'elles soient débutantes ou même plus confirmées, quelque chose qui est pour vous le plus important. Comme ça, je dirais que d'y aller sans aucun doute, parce que ça va vous révéler et révéler votre côté instrument, parce que vous êtes un instrument aussi. C'est dur à comprendre comme ça, mais c'est un outil qui est fabuleux, qui permet vraiment d'ouvrir plein de portes, vraiment énormément de portes, et même beaucoup de portes insoupçonnées. Donc, allez-y. Pour ma part, je dirais, n'attendez pas de tout savoir, d'avoir pratiqué pendant des mois et des mois, ou de faire 50 milliards de formations pour pouvoir avoir confiance en ce que vous faites. Testez, lancez-vous, on apprend tout le temps, nous on apprend tout le temps encore aussi, soyez rassurés là-dessus. Puis peut-être mettez le moins de critères possible aussi, évidemment avec ce qu'on a dit, pour pouvoir choisir vos bols. Laissez faire, lancez-vous, n'ayez pas peur, c'est un super instrument. Et de toute façon, on ne saura pas tout. Jamais. C'est ça. Jamais. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Merci à toi, Clélia. Merci infiniment pour votre travail, celui aussi de vos artisans qui travaillent avec vous. Beaucoup de gratitude pour le travail qu'ils font, et aussi le vôtre, de respecter aussi bien toutes ces traditions, de les mettre en lumière, de les transmettre, et aussi pour tous les apports que vous apportez finalement dans vos formations, votre sensibilité, votre expertise. Merci infiniment, c'est très précieux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets de très belles surprises qu'on vous a préparées avec Marie et Somi juste en dessous de la vidéo. Pensez toujours à aller regarder, parce qu'il y a toujours des liens intéressants, des ressources complémentaires. Je vous propose aussi, si le cœur vous en dit, de vous abonner à la chaîne. J'ai remarqué qu'on avait pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne se sont pas encore abonnées. Alors si vous avez envie de soutenir notre travail, merci beaucoup pour votre abonnement. Je vous dis à très bientôt pour explorer la magie des vibrations sonores ensemble. Prenez bien soin de vous. Salut!